Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025 et notre ami Scott Ritter est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Merci de m'avoir invité. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Laisse-moi commencer, Scott, par quelque chose dont tu n'as peut-être pas très envie de parler, ce qui se passe dans ton État, New York. À New York, nous avons eu une élection et le résultat a été Zohran Mamdani. C'est un immigrant musulman et un socialiste. Et il a déclaré qu'il arrêterait Netanyahou s'il venait à New York. Il y a de nombreux enjeux ici. Avec sa vision des choses à New York, nous savons que de nombreux juifs de la ville l'ont soutenu. Cela montre aussi que 75% des personnes de moins de 30 ans ont voté pour lui, ce qui est énorme, à mon avis, pour une ville comme New York. Que se passe-t-il à New York qui pourrait influencer l'avenir du Parti démocrate? Écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une élection libre et équitable, et que les habitants de New York ont voté pour un homme qui remplissait légalement les conditions pour être maire. Je me fiche qu'il soit immigrant. Je me fiche de tout le reste à son sujet. C'est un citoyen américain. Il répond aux critères. Et il a gagné. Donc tant mieux. Les gens élisent leurs représentants. Et ensuite, ils peuvent les tenir responsables. Si vous ne l'aimez pas, où étaient les alternatives? Pourquoi le mieux qu'ils aient pu proposer, c'était Curtis Sliwa et vous savez, Andrew Cuomo? Vous voulez vraiment me faire croire qu'une ville de 12,5 millions d'habitants n'a pu trouver que ces deux types pour s'opposer à celui-là? Franchement, si vous ne l'aimez pas, trouvez quelqu'un de meilleur. Qui d'autre vouliez-vous là? Un gouverneur raté? Tu sais, un ange gardien vieillissant? Donc non, je veux dire, j'en ai assez des gens qui condamnent ce type. Est-ce que sa politique est la mienne? Non. Est-ce que j'aurais voté pour lui? Probablement pas. Mais il a le droit de se présenter à la mairie, et la majorité des habitants de New York ont voté pour lui. La grande majorité. Et la dernière fois que j'ai vérifié, dans une démocratie représentative, c'est ça qui compte. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. Je veux dire, les maires de New York ont appris depuis longtemps que les citoyens de la ville ne restent pas silencieux quand ils ne sont pas contents. Et si ce type ne tient pas ses promesses, il ne va pas avoir la vie facile. Alors, bonne chance à lui. J'espère qu'il offrira aux habitants de New York tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils attendaient. Mais nous verrons bien. Il ne serait pas le premier maire à échouer. Et il ne serait pas non plus le premier à réussir. Vous savez, les maires vont et viennent. Je ne peux tout simplement pas m'énerver quand le peuple des États-Unis vote pour quelqu'un et le met en fonction. Tant que l'élection est libre et équitable, cela signifie que c'est un champ de bataille d'idées et qu'il avait les meilleures idées, du moins celles qui ont trouvé un écho auprès de la population qui compte, c'est-à-dire l'électorat de la ville de New York. C'est ainsi que fonctionne la démocratie. Vous savez, si cela ne me plaît pas, eh bien, bon sang, pourquoi ne pas me présenter contre lui la prochaine fois ou trouver quelqu'un qui le fera? Voilà tout. Je ne m'inquiète pas de tout cela. Vraiment pas. Je n'en perds pas le sommeil. Oui. Et parlons de ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie. Nous savons que le président a déclaré lors de son interview à 60 minutes que la Russie et la Chine testaient des bombes nucléaires, une sorte d'essai nucléaire qu'ils mènent. Et ils n'en parlent pas. En coulisses, ils font cela en secret. Dans cette même interview, ils ont montré le commandant qui savait ce qui se passait avec la Russie et la Chine en matière d'essais nucléaires. Je ne me souviens plus de son nom, mais il a dit qu'il n'y avait aucune preuve que la Russie et la Chine testent des bombes nucléaires.
Et aujourd'hui, nous avons appris que Vladimir Poutine a réagi à la rhétorique nucléaire de Donald Trump, qualifiant cela de sujet sérieux. Il a chargé le Conseil de sécurité et les agences de défense de la Russie d'analyser les déclarations américaines et de préparer des propositions sur une éventuelle préparation à des essais nucléaires. Que se passe-t-il, Scott? Je pense que tu es l'une des personnes les plus qualifiées pour parler de ces questions lorsqu'il s'agit de contrôle des armements, de bombes nucléaires et de politique nucléaire. Quelle est ton opinion là-dessus? Selon moi, les États-Unis d'Amérique sont dirigés par l'un des hommes les plus stupides du monde, qui ne comprend pas le pouvoir des mots. Avant de s'exprimer sur des sujets comme celui-ci, il devrait sans doute être mieux informé. C'est un homme à qui l'on a dit que les Russes avaient effectué 2 essais nucléaires, l'un du missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik et l'autre du drone sous-marin à propulsion nucléaire Poseidon. Ces 2 engins sont capables d'emporter des ogives nucléaires. Mais les essais portaient sur les systèmes de propulsion nucléaire. Donc vous voyez, il a d'une certaine manière décidé dans sa tête qu'il allait appeler cela des essais d'armes nucléaires. Non, ce sont des essais de vecteurs nucléaires qui se trouvent être à propulsion nucléaire. Peut-être que cela fait simplement trop de nucléaire pour que le cerveau de Trump puisse suivre. Mais au fond, il a pris la parole et a dit « Ils font des tests, donc je vais ordonner des tests. » Maintenant, voici la partie importante. Il a dit « Je vais ordonner au secrétaire à la guerre, ce serait Pete Hegseth, d'effectuer un essai d'armes nucléaires similaire à ce qui a été fait. » Et tout le monde a paniqué en pensant « Oh mon Dieu, cela signifie que les États-Unis vont violer le traité d'interdiction complète des essais nucléaires et recommencer à tester de véritables ogives nucléaires. » Et pourtant, aujourd'hui, le secrétaire à la guerre a exécuté ses instructions. Ils ont testé un missile Minuteman III sans ogive. Ils ont testé le système de lancement, très similaire aux essais qui avaient été effectués. Mais vous savez, nous faisons cela tout le temps. Ce n'est pas le premier test de Minuteman III cette année. Nous avons testé toute une gamme de systèmes de lancement Trident D5, et cela ne devrait surprendre personne. Cela ne devrait pas non plus faire monter la tension de qui que ce soit. Mais ensuite, il se retourne et dit des choses comme « Nous savons que les Russes font des tests en secret. Nous savons que les Chinois font des tests en secret. » Eh bien, le secret concerne les essais de leurs missiles. Bien sûr qu'ils sont secrets. Je veux dire, ce n'est pas comme si la Russie allait annoncer « Hey, aujourd'hui nous allons tester en vol le Burevestnik », bien qu'apparemment un navire de l'OTAN surveillait le test et que les Russes n'aient rien fait pour le dissimuler. Mais vos mots ont de l'importance. Et donc maintenant, vous êtes les Russes et vous devez faire preuve de pragmatisme. Vous devez vous demander, vous savez, est-ce que ce type est simplement stupide? La réponse, bien sûr, est un oui sans réserve. Mais vous ne pouvez pas fonder votre politique sur « Oh, nous interprétons simplement ces propos comme de la stupidité ». Ces paroles pourraient aussi être interprétées comme signifiant que les États-Unis croient que la Russie et la Chine mènent des essais secrets d'armes nucléaires et que par conséquent, les États-Unis doivent être prêts à effectuer leurs propres essais. Mais si c'est le cas, alors ce n'est pas le secrétaire à la guerre qui va s'en charger. Ce serait une situation complètement différente. Nader Samsken, responsable d'un enseignant timiu, ursum commandement estieni. Et il n'y a aucune preuve que nous nous préparions à effectuer un essai nucléaire. Et il n'y a aucune preuve que les Russes ou les Chinois en aient réalisé un ou s'y préparent. Tous les pays effectuent ce qu'on appelle des essais sous-critiques. C'est-à-dire que nous testons le modèle de l'engin nucléaire d'une manière qui examine tout, sauf l'événement de fission proprement dit. Nous ne provoquons pas cet événement de fission,
puis nous extrapolons à partir des données pour déterminer si l'arme fonctionnerait ou non, et ainsi de suite. Tout le monde fait cela, et c'est conforme au traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Mais maintenant, les Russes écoutent les paroles du président. Vous voyez, le président russe a demandé à son ministère des Affaires étrangères, à ses services de renseignement et à son ministère de la Défense d'évaluer ce que dit le président. Et les gars, si vous regardez l'émission, je viens de vous dire ce que j'en pense. Vous savez, ne paniquez pas. C'est juste Trump qui fait du Trump. Désolé pour ça. Mais vous savez, l'autre chose que les gens doivent comprendre, c'est que le Congrès des États-Unis finance chaque année le département de l'énergie pour qu'il soit prêt à reprendre les essais nucléaires à court préavis si nécessaire. Et il y a beaucoup de pression ici aux États-Unis pour que le gouvernement se retire du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et commence à tester de nouveaux modèles d'armes nucléaires. Vous savez, nos bombes sont des conceptions anciennes et beaucoup d'entre elles doivent être entretenues au fil du temps. Vous savez, il ne s'agit pas seulement des cœurs de plutonium qui doivent être retravaillés et modernisés au fil du temps. Il y a aussi d'autres isotopes nucléaires impliqués qui perdent de leur puissance avec le temps. Et certains gaz doivent être réintroduits en quantité précise. Vous savez, une arme doit être entretenue. Si vous voulez un système de dissuasion nucléaire, il faut être sûr que les armes fonctionneront comme prévu sinon. Parce que si vous n'en êtes pas sûr, l'ennemi ne le sera pas non plus. S'il pense que vos armes ne fonctionneront pas, vous perdez cet avantage. Donc, beaucoup de gens disent, regardez, nos armes sont tellement anciennes. Nous devons effectuer quelques tests, des tests limités, simplement pour confirmer que ce que nous faisons fonctionne. Les armes ont fonctionné comme prévu. Peut-être avons-nous de nouvelles armes que nous aimerions tester, vous savez, la tête nucléaire à faible rendement Dobry 76-2. Nous aimerions la tester pour confirmer qu'elle fonctionne comme annoncé. Mais jusqu'à présent, le traité a tenu. Notre engagement à ne pas effectuer d'essais nucléaires demeure, et je crois qu'il demeure encore aujourd'hui. Je ne crois pas que le président ait donné la moindre directive à quiconque impliqué dans les essais d'armes nucléaires réelles pour commencer à préparer un test. Il se contente simplement, parce qu'il est plus bête que terre, d'utiliser des mots dont il ne comprend pas la portée. C'est ce que je pense qu'il se passe ici. Scott, comment en est-on arrivé là? Tu sais, tu te souviens qu'on avait parlé de Tulsi Gabbard. Il me semble qu'elle est isolée au sein de l'administration Trump. Personne ne se soucie de ce qu'elle dit, sur quelque sujet que ce soit, intérieur ou étranger. Qu'est-ce que c'est, selon toi? Eh bien, tout d'abord, nous avons affaire à un président qui ne comprend pas le travail d'équipe efficace et qui ne comprend pas ce que cela signifie de faire partie d'une équipe. Il se voit comme le capitaine d'une équipe à laquelle il ne fait pas confiance. Il ne fait confiance qu'à lui-même ou à une poignée de personnes autour de lui. Vous savez, Tulsi Gabbard a été nommée directrice du renseignement national, mais nous avons vu, dès le début de son mandat, qu'il n'a pas tenu compte de ses conseils lorsqu'elle lui a parlé, par exemple, de l'Iran et de son programme nucléaire. Et j'imagine, aujourd'hui, lorsqu'elle aborde d'autres sujets comme le Venezuela ou la Russie et les armes nucléaires, il n'en tient pas compte non plus, qu'il écoute un cercle restreint dont elle ne fait pas partie. Il semble qu'il écoute davantage le directeur de la CIA, qui est plus politiquement aligné avec Trump. Il écoute davantage Marco Rubio, ce que je ne comprends tout simplement pas, car Rubio le déteste avec passion et le méprise. Et pourtant, il a donné à Rubio non seulement le poste de secrétaire d'État, mais aussi celui de conseiller à la sécurité nationale, ce qui signifie que Rubio est en première ligne sur toutes ces questions de politique.
il écoute Sébastien Gorka, il écoute Keith Kellogg. La personne qu'il devrait écouter est celle qui est habilitée par la loi à lui parler. Vous savez, le rapport quotidien du président est préparé par le bureau du directeur du renseignement national et non par la CIA. C'est donc Tulsi Gabbard qui est censé fournir la dose quotidienne d'informations. Mais ce président l'a mise à l'écart. Elle a un rôle précis et politisé à remplir, qui consiste à revenir sur le scandale du Russiagate de 2016, et elle accomplit très bien cette tâche. Mais le rôle du directeur du renseignement national n'est pas celui d'un enquêteur judiciaire. Il devrait se tourner vers l'avenir, examiner ce qui nous attend et fournir au président les meilleures informations possibles sur le monde dans lequel nous vivons. Malheureusement, la personne la mieux placée pour le faire n'est pas autorisée à le faire. Vous avez mentionné la situation au sein de l'administration, mais en dehors de celle-ci, il attaque aussi Rand Paul, l'un des rares républicains qui l'ont défendu pendant l'affaire du Russiagate. Et en ce moment, il se sent d'une certaine manière menacé par ce que dit Rand Paul. Est-ce un problème sérieux avec Donald Trump? Comment voyez-vous cela? Comment percevez-vous ces personnes qui, vous savez, attaquent d'une manière ou d'une autre Rand, Thomas Massie, Rand Paul, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sur certains sujets? Pas complètement, mais il manque simplement de patience dans la façon dont il les traite ou interagit avec eux. Bienvenue dans le culte de la personnalité, car c'est bien ce que nous avons. Nous n'avons pas une démocratie fonctionnelle. Nous n'avons pas d'institutions qui respectent la diversité des opinions, ni le processus de débat, de dialogue et de discussion qui devrait avoir lieu lorsque des politiques complexes sont élaborées. C'est ainsi qu'on obtient un consensus bipartite, afin que lorsque la politique avance, elle bénéficie du soutien des deux camps. Au lieu de cela, nous avons une approche du type le gagnant rafle tout, menée par un homme qui se voit comme un roi au sens propre. Il ne se considère pas comme le président des États-Unis. Il se voit comme le dictateur des États-Unis. Et c'est un culte de la personnalité. C'est littéralement ce que Donald veut, Donald obtient. Je veux dire, quand avez-vous vu pour la dernière fois un président américain rassembler des gens, leur faire tendre les mains comme s'il était le canal vers Dieu, priant Dieu à travers lui? En Amérique, où une religion d'État est interdite, et pourtant, il se met en scène comme s'il était le canal vers Dieu pour tant de personnes. C'est dangereux. Vraiment, c'est extrêmement dangereux. C'est dysfonctionnel du point de vue de la démocratie réelle. C'est dysfonctionnel par rapport à la manière dont cette république constitutionnelle est censée fonctionner. Vous savez, il y a 3 branches distinctes, mais égales, du gouvernement. Et pourtant, ce que fait Donald Trump, c'est intimider à la fois le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif pour qu'ils se rangent derrière lui. Il a dit que si des gens s'opposaient à lui, il allait les détruire. Il parle de sénateurs républicains. Je veux dire, encore une fois, nous vivons une période très très dangereuse, car nous sommes gouvernés par un homme qui semble ne pas reconnaître les limites constitutionnelles et qui paraît prêt à utiliser tout le pouvoir qui lui revient en effet de la manière qu'il juge appropriée. La Constitution, peu importe. L'un des points les plus préoccupants lors de la réunion que Poutine a eue avec son cabinet a été le moment où le ministre russe de la Défense a déclaré que les plans de déploiement du système de missiles hypersoniques Dark Eagle en Europe et dans la région Asie-Pacifique permettraient d'atteindre le centre de la Russie en seulement 6 à 7 minutes. Je ne sais pas s'il existe une forme de communication entre la Russie et les États-Unis. Des canaux officieux, peut-être. Une sorte d'échange entre Pete Hegseth et son homologue en Russie. Est-ce que quelque chose de ce genre existe?
Parce que nous avons appris que Peskov a indiqué aucun appel téléphonique n'était prévu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais comment se passe la communication entre les deux administrations? Ce type de réunion en Russie montre que s'il y a communication, elle n'est pas très efficace. Qu'en pensez-vous? Eh bien, tout d'abord, lorsqu'on a des communications officieuses, cela implique que le président accorde implicitement sa confiance à la personne chargée de ce travail pour qu'elle reflète fidèlement la position des États-Unis et qu'elle transmette correctement les informations. C'est une manière non conventionnelle de faire des affaires, mais cela existe depuis toujours. Je veux dire, JFK avait notoirement plusieurs canaux officieux avec Khrouchtchev qui ont contribué à mettre fin à la crise des missiles de Cuba. Même pendant l'administration Biden, lorsque Joe Biden n'avait aucun contact direct avec Vladimir Poutine, il y avait des canaux officieux en cours. La CIA était certainement impliquée dans le canal officieux entre Narishkin et qui était le directeur de la CIA sous Biden, Burns, peut-être. William Burns. Mais la CIA pourrait-elle... Tu sais, la CIA a une mémoire musculaire à cet égard. Donc Ratcliffe pourrait-il être un canal officieux? Si c'est le cas, personne n'en parle, ce qui est parfois une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir le canal, c'est comme l'IA, tu vois? Tu peux avoir une IA, mais si tout ce que tu lui donnes, c'est des déchets, l'IA va recracher des déchets. C'est comme ça, tout simplement. Qu'est-ce qui alimente ce canal officieux? Qui conseille le président? Et comment les informations qui reviennent sont-elles transmises au président? De toute évidence, ce serait un canal parallèle en dehors du champ d'action normal du directeur du renseignement national. Donc, cela n'est pas pris en compte dans le processus du président. Oui, on dirait qu'il s'est passé quelque chose avec Scott. Voilà, tu es de retour. Tu es de retour. Allez-y. Le FBI ne m'a pas complètement bloqué cette fois, mais donnons-leur une minute. La question c'est, quel filtre existe-t-il? Les Russes. Eh bien, vous savez, Donald Trump a dit quelque chose l'autre jour qui m'a fait tiquer. Il a dit, nous sommes en négociation avec les Russes au sujet du contrôle des armements. Mais tous les Russes à qui j'ai parlé disent qu'il ne se passe rien. Rien du tout. Alors, y a-t-il un canal secret où cela se murmure? Et ensuite, qui les soutient? Le réseau de contrôle des armements, ici, aux États-Unis, n'existe plus. Terminé. Dissous. Il n'y a plus de bureau du contrôle des armements dédié. Il a été intégré. La responsabilité du contrôle des armements a été intégrée dans des bureaux du département d'État qui s'occupent également de la lutte contre le trafic de drogue et du contre-terrorisme. Il n'y a donc plus de groupe dédié. 1300 professionnels du département d'État ont été licenciés le 11 juillet de cette année. C'étaient les personnes chargées du contrôle des armements, les spécialistes de la Russie et d'autres encore. Ils sont partis. Alors, qui fait le travail? Et c'est là le danger, quelque chose que je n'ai cessé de dire. Le danger, c'est que si vous n'avez pas une équipe capable de contacter ses homologues en Russie, le vide d'informations qui se crée ouvre la porte aux Russes. Désormais, au lieu de savoir ce que font les États-Unis, ils doivent spéculer. Et lorsque vous commencez à spéculer, vous devez envisager les pires scénarios. Vous devez donc vous préparer à ces pires scénarios. Et c'est la direction politique que vous prenez, ce qui devrait être la dernière direction politique que quiconque aux États-Unis souhaiterait voir la Russie emprunter. L'administration Trump paye le prix de ce mégalomane narcissique qui veut diriger la présidence comme un culte de la personnalité plutôt que comme le chef exécutif d'un pouvoir exécutif doté d'une bureaucratie, d'une infrastructure et d'une méthodologie destinée à élaborer, superviser et mettre en œuvre les politiques. Tout cela est désormais jeté par la fenêtre. C'est littéralement la définition du chaos.
Scott, d'après ce que je comprends de la situation entre les États-Unis et la Russie, en ce qui concerne le conflit en Ukraine, c'est que chaque fois que quelqu'un parle de la situation en Ukraine, ou d'une manière ou d'une autre de Donald Trump, à chaque fois qu'il s'exprime, il dit quelque chose de nouveau, ou répète le même genre de rhétorique. Mais on ne peut pas vraiment apprendre des États-Unis ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie. Quand la Russie s'exprime et que Poutine dit que c'est une question sérieuse, cela signifie quelque chose, je pense, pour nous. Ils ne vont pas paniquer facilement. Quand ils disent quelque chose, ils le pensent. C'est problématique, à mon avis. Cela montre à quel point la communication entre les deux pays est fragile. Oui. Tout d'abord, il n'y a aucune panique en Russie. Absolument aucune. Ils font simplement leurs affaires comme ils l'entendent. Les Russes prennent les traités très au sérieux, et le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est un document fondamental pour le contrôle des armements. C'est une chose très sérieuse si une partie commence à parler. Oui, on t'a perdu, Scott. M'entends? Oui, revenu. Oui, je suis retour. Oui, c'est une affaire sérieuse si un camp s'exprime d'une manière qui peut être interprétée comme un désengagement du traité. Donc bien sûr, les Russes prennent cela très au sérieux. Mais vous savez, les Russes ont récemment fait un commentaire depuis le Kremlin auquel, selon moi, tous les Américains devraient prêter attention. Je crois que c'était Dmitri Peskov qui a dit que, par le passé, les Russes essayaient d'obtenir une rencontre avec Trump ou s'en réjouissaient à l'avance et pensaient que la rencontre elle-même pouvait être un moyen d'avancer. Mais maintenant, ils disent qu'il n'y a plus besoin de rencontre avec Trump, car il n'y a aucune raison d'en avoir une lorsque les États-Unis ne sont pas en mesure de proposer quoi que ce soit. Et donc la situation s'est inversée. Autrefois, c'était la Russie qui devait mettre quelque chose sur la table. Vous savez, c'était la Russie qui disait « Nous attendons la proposition russe » et ainsi de suite. Maintenant, les Russes disent « Vous avez notre proposition. Elle ne changera pas. Et à moins que vous ne soyez prêts à mettre quelque chose sur la table qui fasse avancer notre proposition, il n'y a aucune raison de discuter. » Cela aussi a changé. Quand nous parlons des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine, comprenez ceci. La Russie suit une voie irréversible en ce qui concerne l'Ukraine. Il n'y aura pas d'arrêt. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ils continueront sur cette voie jusqu'à atteindre le résultat qu'ils désirent. Et ce résultat a été expliqué en détail, non seulement à l'Ukraine, mais aussi aux États-Unis et indirectement à l'Europe. Il n'y a donc aucune surprise. Tout le monde sait ce que la Russie attend avant qu'on puisse parler, vous savez, de cessation des hostilités, de cessez-le-feu et ainsi de suite. Je pense que ce que nous voyons, c'est que l'administration Trump comprend cette réalité et qu'elle comprend également qu'elle ne peut pas exprimer une politique qui adopterait ce résultat souhaité par la Russie. Alors, elle se lave les mains de l'Ukraine et fait peser la responsabilité sur l'Europe. Et c'est là la position américaine sur l'Ukraine à l'heure actuelle. Donc vous savez, il n'y a pas de surprise ici. Cette guerre, malheureusement, va se terminer à l'ancienne. Les Russes vont tuer tous les Ukrainiens jusqu'à ce que les Ukrainiens cessent de se battre. Il n'y aura pas de règlement négocié. Il y aura une reddition inconditionnelle. Quand cela arrivera, je n'en sais rien. Les Russes ne fixent pas de calendrier. Mais l'idée que cette guerre puisse s'arrêter et qu'il y ait une paix négociée, c'est exclu. La Russie est déterminée à gagner cette guerre. Elle l'a toujours été. Mais par le passé, elle était disposée à laisser la diplomatie s'interposer et à accélérer une partie du processus par la négociation.
Mais il semble maintenant que l'Ukraine soit incapable de le faire et que l'Europe et les États-Unis ne soient pas disposés à le faire. La Russie va donc imposer la question sur le champ de bataille. Vous savez, tous ces partisans de l'Ukraine, vous pouvez lire ce que vous voulez. Prokofiev tombe, les Ukrainiens meurent, Kupiansk va tomber, et on pourrait continuer encore et encore. La guerre va se terminer en faveur de la Russie, et la seule chose qui va changer, en dehors des pertes territoriales, c'est le nombre de morts. Et bien plus d'Ukrainiens vont mourir que de Russes. C'est la réalité la plus dure qui soit. Je ne sais pas si Donald Trump sait ce qui se passe à Pokrovsk. Scott, penses-tu que les informations qu'il reçoit proviennent encore des services de renseignement ukrainiens, des services britanniques, ou bien dispose-t-il d'un système interne en Ukraine pour suivre ce qui s'y passe? Ce qui est intéressant, c'est que autre chose est ressorti de la réunion avec les Russes hier. Apparemment, les Russes fournissaient à Trump un compte-rendu quotidien de la véritable situation sur la ligne de front. Ils ont dit, nous donnions à Trump la véritable ligne de front pour qu'il puisse la comparer avec les mensonges qu'il recevait de l'Ukraine. Et maintenant, ils ont déclaré, nous avons arrêté de le faire. Nous n'en avons plus rien à faire parce que ça n'a plus d'importance. Les États-Unis ne sont pas en phase avec la réalité. Oui. Il fut un temps où les États-Unis avaient reçu l'ordre d'arrêter de collecter des informations sur l'ordre de bataille ukrainien, c'est-à-dire de cesser de suivre la ligne de front, parce que les données que nous recueillions et que nos analystes évaluaient nous donnaient oui. On t'entend pas, Scott. Nous a donné un résultat différent de ce que les Ukrainiens nous présentaient. On nous a donc dit d'accepter la version ukrainienne des faits, et c'est celle-là qui devait être communiquée et diffusée. Nous sommes tout à fait capables de connaître la vérité. Nous disposons de capacités de renseignement qui permettent de la déterminer. Mais nous sommes aussi tout à fait capables de falsifier les chiffres. Vous savez, il y avait un célèbre analyste du renseignement au Vietnam. Je crois que son nom de famille était Adams, Sam Adams. Et il expliquait comment la CIA et le Pentagone avaient trafiqué les chiffres des pertes ennemies, les exagérant considérablement pour donner l'impression que les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong ne pouvaient pas soutenir le combat. Quand la vérité était connue de personnes comme Adams et d'autres qui faisaient les évaluations, vous savez, nous pouvons mentir tout le temps. Nous sommes très capables de mentir. Mais les mensonges que nous racontons sont en réalité fondés sur la vérité. Par exemple, nous savions, je peux vous le garantir, la CIA savait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Ils le savaient parce que je le savais. Et je leur ai dit. Mais on leur a ordonné de falsifier les rapports, et ils l'ont fait. Et je peux vous garantir qu'il y a des analystes du renseignement aux États-Unis qui connaissent la vérité sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, mais qui n'ont pas le droit de la dire. Ils doivent falsifier les rapports. Vous savez, les analystes juniors ont accès aux données brutes et les évaluent. Mais lorsqu'ils préparent leurs rapports, ils les envoient à la direction intermédiaire, à qui la haute direction a donné pour consigne de tenir compte de certains angles et réserves, etc. Alors, la direction intermédiaire commence à retravailler les données, en les renvoyant pour une réécriture, une nouvelle analyse, ou simplement en rejetant le rapport et en le reléguant en note de bas de page. Les données sont retravaillées jusqu'à ce qu'elles atteignent le sommet. Et là, le rôle des dirigeants seniors est de satisfaire le consommateur, de rendre le président heureux. Le président veut croire que les Ukrainiens sont en train de gagner. Alors voilà, Monsieur le Président, les Ukrainiens sont en train de gagner. Le président dit,
Oh, bien, il gagne. Alors maintenant, nous pouvons faire ceci, cela et autre chose. Malheureusement, c'est là où en est aujourd'hui le secteur du renseignement. Pour revenir à Tulsi Gabbard, c'est son rôle de mettre fin à ces absurdités, mais elle a été écartée. John Ratcliffe, malheureusement, s'est révélé être un menteur absolu et un manipulateur du renseignement. Je vais vous donner un bref exemple. Si l'on revient à la question du Russia Gate en 2016, Ratcliffe savait que Tulsi Gabbard se préparait à publier un rapport, alors il l'a devancé avec son propre résumé de 5 pages sur les processus ayant conduit à la création de l'analyse de la communauté du renseignement de 2016, qui a ensuite été publiée en 2017. Sa version non classifiée est devenue très controversée, et il a menti purement et simplement, sur les processus, les personnes impliquées, les calendriers, et ainsi de suite. Et puis vous savez, on voit Tulsi. Tulsi publie son rapport, et je pense que cela a pris Ratcliffe par surprise, car elle a déclassifié des éléments qui, pour quelqu'un ayant travaillé dans ce domaine, n'auraient vraiment pas dû l'être. Je veux dire, cela en révélait énormément. Mais en les déclassifiant, elle a éliminé toute possibilité pour des gens comme Ratcliffe et d'autres de blanchir politiquement l'événement. Cela a montré que tout dans son mémorandum était un mensonge éhonté. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que la personne responsable de l'évaluation de la communauté du renseignement était la même qui informait le président Trump. C'était une responsable de la CIA. Elle faisait le compte-rendu au président, et une fois que Tulsi Gabbard a rendu sa révélation publique, cette personne a été renvoyée. Son habilitation de sécurité a été révoquée pour motif valable, mais Ratcliffe la couvrait. Voilà la réalité du monde du renseignement. Ils ne sont pas là pour dire la vérité. Ils sont là pour protéger ceux qui mentent. Scott, tu te souviens que pendant l'administration Biden, si l'on voulait connaître la politique officielle, il fallait écouter Anthony Blinken et Jake Sullivan. Ces deux fonctions semblent être fusionnées dans l'administration Trump, et toutes deux sont incarnées par Marco Rubio. Il est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Mais il ne parle pas beaucoup. On ne l'entend pas assez pour comprendre quelle est la politique officielle. Et chaque fois que Donald Trump s'exprime, c'est une sorte de réaction bipolaire. Il va à gauche, puis à droite. On ne perçoit aucun équilibre dans ses propos. À qui faut-il se fier? À qui faut-il, tu vois, il faut écouter quelqu'un au sein de l'administration pour comprendre ce qui se passe avec la politique étrangère des États-Unis, avec la politique officielle des États-Unis. Pour toi, qui est cette personne? Donald Trump. Le culte de la personnalité, je veux dire. La personne dont on entend le plus parler en ce moment, c'est Scott Bess, le secrétaire au Trésor. Il est très présent sur la scène publique. En revanche, on n'entend pas Marco Rubio. Il reste silencieux. Et il y a une raison à cela. Marco Rubio est un concurrent politique de Donald Trump, et Trump le sait. Je veux dire, il n'a pas choisi Marco Rubio parce qu'il l'aime bien. Il l'a choisi parce qu'il a reçu 100 millions de dollars de, vous savez, Miriam Adelson, qui a apparemment décidé qu'Israël comptait plus pour elle que les États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump le reconnaît. Pourtant, il a accepté 100 millions de dollars d'une agente connue d'Israël. Son mari voulait que Marco Rubio devienne vice-président, donc le prochain dans l'ordre de succession, et Trump a dit « Je refuse, cela n'arrivera pas ». Alors, la meilleure option suivante était le poste de secrétaire d'État, qui est également un tremplin bien connu vers une candidature à la présidence. Hillary Clinton l'a d'ailleurs utilisé de cette manière. Et donc, on ne t'entend plus, Scott, encore une fois. Oui, on dirait que tu m'entends. Oui, te revoilà. Can you hear me? Yeah, you're back. You're back. Tu es de retour. Donc Rubio a obtenu ça. Mais Rubio méprise Donald Trump. Il le méprise ouvertement. Il ne peut même pas le cacher.
Regarde les photos de différentes réunions et l'attitude de Rubio pendant que Trump parle. Visage impassible, regard fixe, pas content de ce qu'il entend, parce qu'il sait que c'est un acteur. Son travail, c'est de jouer un rôle. Et donc, tu vois, j'imagine à peine à quel point ça doit être frustrant pour Marco Rubio. Je n'ai aucune sympathie pour ce type. Je ne l'aime pas du tout. Mais tu sais, il a un travail et on ne laisse pas le faire. Je pense que Trump lui accorde une certaine latitude. Je pense que l'ego de Marco Rubio est flatté par le dossier du Venezuela, qui semble gérer à la fois comme secrétaire d'État et comme conseiller à la sécurité nationale. Mais même là, il va découvrir que, vous savez, il est Pinocchio. C'est une marionnette. Et Donald Trump est son marionnettiste. Et Pinocchio ne peut rien faire que le marionnettiste ne veuille pas qu'il fasse. Vous savez, c'est Scott Bess qui parle en ce moment, parce que Trump a mis beaucoup d'accent sur l'économie dans sa politique étrangère et ces questions-là. Et Bess exprime de manière adéquate ce que Trump veut. Dès que cela devient controversé, Bess sera retiré de la scène et Trump prendra le devant de la scène. C'est le spectacle de Donald Trump, et la seule vedette du spectacle, c'est Donald Trump. Il n'y aura aucune concurrence. Personne ne sera autorisé à briller plus que Donald Trump. Et vous savez, encore une fois, les gens intelligents comprennent que le président est le président et que tout le mérite revient au président. C'est ainsi que cela devrait toujours fonctionner. Mais les présidents sont généralement assez intelligents pour savoir qu'ils doivent s'entourer de personnes compétentes, d'un personnel compétent, et que le mérite doit revenir à qui de droit. Je veux dire, si un secrétaire d'État réussit, il devrait être reconnu pour ce succès. Personne n'a le droit de réussir, sauf Donald Trump. C'est tout. Scott, voici ce qu'a déclaré le ministre russe de la Défense. Les États-Unis développent actuellement un missile balistique intercontinental d'une portée de 13 000 km, capable de transporter des ogives nucléaires. Pensez-vous que le contrôle des armements est en train de disparaître? Comment percevez-vous ce type de progrès dans le domaine des missiles? On voit la Russie et les États-Unis s'y engager. Je suis sûr que la Chine s'y emploie aussi, l'Iran également. Mais quelle est la limite de ce genre d'activité en matière de contrôle des armements? Il n'y a pas de limite s'il n'y a pas de contrôle des armements. Le 5 février de l'année prochaine, le dernier traité de contrôle des armes nucléaires stratégiques encore en vigueur expirera et rien n'est prévu pour le remplacer. Vladimir Poutine a évoqué un moratoire volontaire d'1 an sur les plafonds, c'est-à-dire le nombre d'armes nucléaires déployées, 1550 de chaque côté. Mais il a également précisé que cela dépendait du fait que les États-Unis ne prennent aucune mesure précipitée susceptible de modifier l'équilibre stratégique. Or, tout ce dont Donald Trump est capable, ce sont des actions qui modifient cet équilibre stratégique. Vous avez mentionné Dark Eagle tout à l'heure. Si Dark Eagle est effectivement déployé en Europe, cela posera de sérieux problèmes aux Russes. Et qu'en est-il de Golden Dome, le champ hypothétique de défense antimissile que Trump souhaite mettre en place? Vous savez, Belozo a parlé d'un nouveau missile balistique intercontinental, le programme de missiles Sentinelle. Il a aussi évoqué un nouveau sous-marin, je crois, de la classe Dreadnought. Je ne suis pas sûr. Il se pourrait que ce soit pour remplacer la classe Ohio, un nouveau bombardier, le B-21, et la modernisation du B-52 du modèle H au modèle J. Toutes ces choses sont en cours. Mais encore une fois, revenons à la réalité. Le programme de missiles Sentinelle est au point mort parce qu'il est trop coûteux. Et le Congrès y a mis un frein pour le moment, pendant que les différentes entreprises concernées réexaminent leurs propositions. Elles pensaient pouvoir construire un missile qui s'adapterait aux silos Minuteman existants, et elles n'y parviennent pas.
Cela signifie qu'en plus du missile, ils doivent reconstruire tous les nouveaux silos. Et maintenant, la facture s'élève à des milliers de milliards de dollars. Donc, à la place, nous modernisons le Minuteman III. Ou plutôt, je m'excuse, nous prolongeons la durée de vie du Minuteman III grâce au programme d'extension de vie opérationnelle. Mais le Minuteman III existe depuis longtemps, et beaucoup d'usines qui produisaient autrefois ces composants ne le font plus. Il n'y a plus personne capable de fabriquer ces pièces. Ainsi, pour maintenir le Minuteman III en service, nous allons devoir réduire le nombre de missiles, car il faudra en cannibaliser certains pour que les autres restent opérationnels. Nous envisageons donc de passer d'environ 450 missiles à quelques 300. Vous savez, c'est la réalité du côté des sous-marins. Je veux dire, oui, nous avons un programme de sous-marins en tête. Mais regardez le sous-marin d'attaque de la classe Virginia. Nous sommes censés en produire 2,5 par an pour répondre aux exigences. Mais en réalité, nous en produisons environ 1,7 par an, ce qui signifie que nous sommes en retard à ce niveau. Nous n'avons pas, vous savez, des chantiers navals qui restent inactifs. Alors, où allons-nous construire ce nouveau sous-marin? Et à quel coût? Cela va exploser. Le B-52H est le bombardier stratégique actuel, et nous parlons de le moderniser vers le nouveau standard JIJ, en y intégrant de nouveaux systèmes électroniques, de l'avionique, de nouveaux moteurs, tout le lot. Mais le coût de cette opération est prohibitif, tellement élevé, en fait, qu'ils disent, eh bien, nous devrions simplement construire plus de bombardiers B-21 Raider. Mais encore une fois, en construire plus avec quoi? Nous n'avons pas une capacité de production illimitée. Quand cela se produira-t-il? En réalité, les États-Unis sont très en retard sur la Russie en matière de modernisation de leurs forces de dissuasion nucléaire stratégique. Les Russes disposent aujourd'hui d'un large éventail d'options, allant du missile Sarmat, que Poutine affirme être en service de combat à titre expérimental, mais qui entrera pleinement en service de combat à un moment donné dans le futur. L'Oreshnik, un missile de portée intermédiaire, est déjà en production en série et est entré en service. L'ogive hypersonique manœuvrable avant-garde est déployée sur plusieurs types de missiles. Il dispose du nouveau missile avancé Yars, une version améliorée de l'ICBM Yars, à la fois mobile et basée en silo, avec de nouvelles configurations d'ogives. Ils ont le Burevestnik, un missile de croisière à propulsion nucléaire qu'ils ont récemment testé. Ils possèdent le Poséidon, un drone sous-marin à propulsion nucléaire. Ils disposent également d'une nouvelle classe de sous-marins russes, lanceurs de missiles balistiques. Les Russes ont pris de l'avance sur nous parce qu'ils ont réalisé les investissements nécessaires pour atteindre cette capacité. Ce que les Russes ont réussi à faire, c'est développer une idée, un concept, puis le mettre en réserve, le garder en attente jusqu'à ce qu'il puisse être soit complètement annulé, soit relancé. Cela coûte de l'argent à faire. Nous, aux États-Unis, ne faisons pas cela. Notre industrie de la défense ne cherche pas à faire ce qui est le mieux pour la défense de l'Amérique. Elle cherche à faire ce qui est le mieux pour l'actionnaire, pour le conseil d'administration. Ainsi, tout est fait en pensant aux résultats financiers. Combien d'argent ils peuvent tirer du contribuable américain. En conséquence, nous obtenons des armes très coûteuses, longues à construire et peu performantes, tandis que les Russes obtiennent des armes très efficaces, peu coûteuses et pouvant être produites en un temps relativement court. Vous avez mentionné le dôme d'or. Belousov, le ministre russe de la Défense, a déclaré que le dôme d'or envisageait à la fois l'interception et la destruction avant le lancement des missiles russes et chinois. Il s'agit d'attaques préventives. En gros, frapper la Russie et la Chine avant qu'elles ne lancent leurs missiles. Est-ce bien cela?
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une attaque nucléaire préventive. Je crois que nous avons plutôt des drones conçus pour opérer au-dessus des zones où des lancements pourraient avoir lieu, équipés de missiles capables d'intercepter dès la phase de lancement. Lorsqu'un missile sort de son silo, les drones tireraient une arme pour l'abattre. Nous voulons les atteindre à ce moment-là, puis en vol, et encore lors de la rentrée atmosphérique. Nous voulons attaquer leur système à toutes les phases. Mais ce n'est pas une attaque nucléaire préventive. Il s'agit de développer certaines capacités de drones qui stationnent près de ces zones. Et lorsqu'un missile est lancé, il tire un intercepteur. L'autre point, Scott, ce que Poutine a dit pendant la réunion, il parlait de l'unité nationale en Russie, des provocateurs étrangers et des pseudo-centres nationaux à l'étranger qui essaient de manipuler la Russie de l'extérieur. Tu sais, diverses ethnies vivent en Russie, nous le savons. Et chaque fois que je parle avec Paul Craig Roberts, il dit que la Russie, la Chine et l'Iran n'ont d'autre choix que de s'unir et de former une sorte de partenariat ou d'alliance en réponse à ce qui se passe dans la région. Parce qu'il faut accepter que l'Asie centrale et le Caucase deviennent des enjeux majeurs pour l'Iran, comme pour la Russie. Comment vois-tu la nature de ce qui se passe, compte tenu des préoccupations du président russe concernant la manière dont les choses peuvent être manipulées de l'extérieur? Et comment cela rapproche-t-il ces pays? Eh bien, je pense que nous parlons de deux choses distinctes, qui ne sont peut-être pas liées. Je pense que le président russe décrit une réalité qui implique des personnes comme Mikhail Khodorkovsky, l'ancien oligarque de l'énergie, qui a été arrêté et emprisonné par Poutine, puis libéré et autorisé à se rendre à Londres avec des milliards de ses dollars. Il finance activement des émigrés russes à Londres et ailleurs, créant un réseau qui tente de pénétrer à nouveau en Russie par le biais des milieux d'affaires. Vous savez, avant que la Russie ne soit sanctionnée en 2022, un pourcentage important de la population de Moscou avait des sympathies pro-occidentales en raison de ses liens commerciaux avec l'Occident. Et il considérait la connectivité avec l'Occident comme essentielle pour l'avenir de la Russie. Aujourd'hui, beaucoup de ces personnes ont fui après l'invasion et beaucoup d'autres sont simplement devenues inactives. Nous avons vu, vous savez, le sort de Navalny qui faisait partie de ceux financés de cette manière. Ils ne sont pas très efficaces, mais il reste un problème persistant. Et le président russe a décidé de les dénoncer. Je pense que c'est parce qu'ils commencent à avoir un impact sur l'opinion publique, pas en Russie, mais à l'extérieur de la Russie. Ton bon ami Gilbert Doctorow fait partie de ceux qui sont tombés dans ce discours de conneries. Franchement, du pur, du 100% non filtré. L'idée qu'il existerait aujourd'hui en Russie une catégorie de personnes qui travaillent activement contre Vladimir Poutine. Cela n'arrive tout simplement pas. Y a-t-il des gens insatisfaits de certaines politiques? Bien sûr qu'il y en a. Mais est-ce qu'ils politisent cela au point de représenter une menace pour la présidence? Pas du tout. Cependant, lorsque cette perception existe à l'extérieur, elle influence les options politiques des personnes avec lesquelles la Russie doit collaborer pour résoudre les problèmes. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, où l'establishment se concentre depuis un certain temps sur un changement de régime en Russie, pour finalement se confronter à la réalité que cela n'arrivera pas tant que Poutine est en bonne santé et garde le contrôle de ses facultés. Soudainement, une nouvelle idée émerge, et les gens se disent « Oh, attendez une minute, peut-être que nous pouvons le faire. » Et cela modifie les options politiques. Souvenez-vous, Poutine s'attendait à ce que Trump soit plus réceptif à une voie vers la paix et la normalisation des relations.
Et maintenant, les Russes doivent accepter la réalité. Trump n'était pas l'homme qu'ils pensaient qu'il était. Il ne peut pas tenir les promesses qu'ils espéraient qu'il tiendrait. Ils doivent donc envisager un spectre plus large d'orientation politique. L'une d'elles concerne, bien sûr, la manière dont se forment les perceptions de la Russie à l'étranger. Il le souligne. Mais ce n'est pas un signe de panique de la part de la Russie. C'est simplement un constat de réalité. Cela se produit et ils doivent être prêts à y faire face. Il ne s'agit pas d'une opposition intérieure en Russie qui se soulève, mais des perceptions de la Russie à l'étranger. Et c'est là que nous entrons dans toute la question de la propagande et de la contre-propagande. Donc, vous savez, la Russie pourrait, notre équipe pourrait être chargée de mieux vendre la réalité russe à un public international qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Qui sait? Je veux dire, c'est une prérogative de la politique russe. Mais je pense que c'est ce qui se passe, en parlant de la Chine, de la Russie et de l'Iran, qui apprennent à mieux travailler ensemble. C'est inévitable dans un monde où les États-Unis sanctionnent et punissent des nations simplement pour leur existence. Ces nations punies auront tendance à se rapprocher les unes des autres. Et si vous regardez la géographie de ces trois pays, cela a du sens. Ce sont en quelque sorte des lignes de communication intérieures. Russie, Iran, Chine. Nous parlons maintenant de l'Asie centrale, du Caucase. Vous regardez une carte géopolitique qui se définit d'elle-même. Et je pense que les Russes, les Iraniens et les Chinois vont se rapprocher davantage, non seulement sur la politique économique, mais aussi sur la politique de sécurité, la politique étrangère et la politique de développement, en travaillant ensemble pour s'assurer que leur zone d'influence, la partie du monde où ils vivent, soit pleinement intégrée, fonctionnant en quelque sorte sur des lignes intérieures. Ils ne seront pas pris en otage par la nécessité d'expédier des marchandises par voie maritime où elles pourraient être interceptées par la marine américaine ou par des blocus. On pourrait leur refuser l'accès au canal de Suez, et ainsi de suite. On parle maintenant d'une ligne ferroviaire de Saint-Pétersbourg à Bandar Abbas, d'une ligne ferroviaire de l'ouest de la Chine directement jusqu'à Téhéran. Et je pense que c'est simplement l'état naturel des choses. Mais je pense qu'ils ne sont pas nécessairement liés à l'un des deux enjeux. Scott, le Venezuela, parlons de ce qui s'y passe. Penses-tu qu'à chaque fois que Donald Trump dit « il ne va rien se passer, nous n'allons pas attaquer le Venezuela », cela signifie en réalité que nous nous rapprochons d'une attaque américaine contre le Venezuela? Parce que c'était la même chose avec l'Iran. Chaque fois qu'il disait « non, nous ne le ferons pas, nous négocions, nous avançons avec l'Iran ». Alors, penses-tu que s'ils attaquent le Venezuela, ce sera comme l'attaque contre l'Iran, avec des drones, quelque chose d'interne, une implication de la CIA, ou vont-ils faire quelque chose de semblable à ce qu'ils ont fait en Syrie? S'emparer de l'infrastructure pétrolière, des principales ressources du pays, puis faire pression sur le gouvernement. Ou peut-être qu'une troisième option serait une attaque contre les installations militaires, les bases militaires au Venezuela, et ensuite, je ne sais pas, une sorte d'opération de décapitation en parallèle. Quel est ton avis là-dessus? Je pense que nous devons tout examiner à travers le prisme de la réalité de la politique intérieure américaine. Les républicains se sont fait laminer lors des récentes élections. Et les républicains, le mouvement MAGA, doivent prendre du recul et se demander que s'est-il passé et pourquoi cela s'est-il produit. Qu'est-ce que nous ne faisons pas correctement en matière de communication? Il me semble que la pire chose à faire serait d'impliquer l'Amérique dans une guerre terrestre au Venezuela qui s'éterniserait et ramènerait des cercueils au pays. Il n'existe aucun scénario pouvant être mis en œuvre aujourd'hui qui résolve complètement le problème vénézuélien avant les élections de mi-mandat. En réalité, chacune des options que vous venez d'énumérer
entraînerait probablement la mort d'Américains, et à l'approche des élections de mi-mandat, qui à mon avis ne se passeront pas bien pour l'administration Trump. Je pense qu'on assistera à beaucoup de discours et à la poursuite d'attaques périphériques, comme celles impliquant les bateaux. La CIA continuera à exercer une pression sur Maduro. Si une situation se présente où une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour un changement de régime, peut-être qu'ils passeront à l'action. Mais je serais surpris que Trump entreprenne une intervention militaire directe pour renverser Maduro, car cela impliquerait de réprimer les forces armées vénézuéliennes connues pour leur loyauté envers lui. Cela nécessiterait également la prise de contrôle d'infrastructures critiques, notamment des champs pétrolifères, et l'élimination physique de Maduro, soit en le tuant, soit en le capturant. C'est la réalité. Et tout cela exigerait un grand nombre de troupes et presque certainement une présence à long terme sur le terrain au Venezuela, dans un pays où il existe un réel potentiel de résistance ouvertement hostile. Pour un président qui a fait campagne sur une plateforme de paix, j'ai du mal à imaginer qu'il tente de remporter les élections de mi-mandat en vendant une guerre de choix au Venezuela au peuple américain. Pensez-vous que le Venezuela reçoit une aide de la Russie, de l'Iran et de la Chine? Et si oui, dans quelle mesure sont-ils impliqués dans l'aide apportée au Venezuela? Je le crois, oui. Je pense que nous en voyons des preuves. Je ne sais pas. Vous savez, nous avons entendu certaines personnes à la Douma russe parler de la Russie envoyant du matériel au Venezuela. Je ne le pense pas. Je veux dire, si vous voulez garantir que les États-Unis inondent l'Ukraine de missiles Tomahawk, allez-y et déployez ce genre de système au Venezuela. C'est un système stratégique d'ailleurs. Vous n'allez pas donner au Venezuela une telle capacité. Mais je vois des capacités anti-navires, des capacités anti-aériennes, peut-être une aide à la formation. Je crois qu'il y a une coordination. Mais la réalité est que le Venezuela est très éloigné de tous ces pays. Et une fois la guerre commencée, le Venezuela serait isolé. Il ne serait donc pas possible de maintenir une ligne d'approvisionnement active pour les armes et autres. La meilleure option pour eux serait probablement de renforcer les défenses du Venezuela là où il y a des faiblesses. Mais pour rechercher une issue non violente à cela, utilisez la diplomatie à votre avantage. Et vous savez, il y a une opportunité maintenant en raison de la réalité de la politique intérieure américaine. Encore une fois, je ne peux pas garantir ce que Donald Trump va faire. Peut-être qu'il se réveillera demain et dira « lancez les bateaux ». Mais je crois que s'il doit frapper le Venezuela, cela doit se produire très bientôt et de manière très décisive, afin qu'il puisse présenter une victoire au peuple américain d'ici l'été 2026. Sinon, si vous vous retrouvez enlisé dans un bourbier où les cercueils reviennent au pays et qu'il n'y a pas de victoire claire, cela ne se passera pas bien pour lui lors des élections de novembre, et alors sa présidence sera terminée. Oui, il lui restera 2 ans, mais il devra affronter une procédure de destitution menée par un Congrès contrôlé par les démocrates. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte la politique intérieure dans toute discussion sur un éventuel conflit avec le Venezuela. Avant de conclure, Scott, juste pour finaliser cette discussion, en regardant la situation au Venezuela, est-ce un signe qui nous permet de comprendre que l'objectif principal, le but essentiel de l'establishment aux États-Unis, est la confrontation avec la Russie et la Chine à long terme? Parce qu'à part cela, je ne comprends pas pourquoi l'administration Trump aurait besoin d'aller aussi loin dans le cas du Venezuela, de prendre des mesures et peut-être d'attaquer le Venezuela, à moins qu'il ne veuille quelque chose de plus grand et ne cherche à affronter la Russie et la Chine sur le long terme, ce qui n'est pas un signe positif ni encourageant pour aucun d'entre nous.
Je pense que le Venezuela peut se résumer à une seule chose, Marco Rubio. C'est le projet favori de Marco Rubio. Et je pense que pour garder Marco Rubio, vous savez, comme secrétaire d'État, eh bien Marco Rubio ne va pas se laisser écraser par Donald Trump sur tout. On peut voir son mécontentement sur son visage quand il est assis dans la salle pendant qu'il parle de la Russie et de l'Ukraine. Il n'est tout simplement pas heureux. Je pense qu'on verrait un mécontentement similaire à propos du Moyen-Orient. Comment garder Rubio en place? Le Venezuela. Et je pense que c'est ce qui se passe ici. C'est le projet favori de Marco Rubio. Et je pense que c'est exactement ça. Je ne crois pas qu'il faille y voir plus que cela. Rubio l'a toujours présenté comme étant anti-russe, anti-chinois, anti-Hezbollah, anti-cubain, mais en réalité, il s'est toujours agi pour Marco Rubio de tirer parti de ses origines cubaines pour parler de son opposition, vous savez, aux nations qui opèrent en dehors de la sphère de contrôle des États-Unis. Et je pense que c'est ce qui se passe ici. Je n'y verrai rien de plus large. Je pense qu'il s'agit d'un projet confié à Marco Rubio par Donald Trump pour le maintenir dans le jeu. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci de m'avoir invité. Merci au FBI. Hey, ils nous ont laissé partir sans couper Internet. Donc c'est déjà ça. Ouais, Thank you, Scott. See you soon. Bye-bye. merci Scott. À bientôt. Merci.